Je m'appelle Stéphanie Fischer, je suis coach agile. J'ai un parcours un peu différent des techniciens qui viennent probablement à ce genre d'événement. Et je pense qu'il y a quelques surprises qui vont peut-être vous arriver quand je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager des leçons que j'ai apprises du terrain, d'un métier qui ne m'était pas forcément destiné au départ, dans un monde que je n'avais pas vraiment visé au départ. Mais la vie a fait que je me suis retrouvée dans l'informatique aujourd'hui. Moi, j'ai étudié les sciences politiques et j'étais journaliste pendant 2 ans. Et je suis tombée dans l'informatique par hasard quand un ami m'a demandé de lui donner un coup de main sur une start-up informatique. Et j'ai pris goût en fait à travailler avec les développeurs, à tester un peu, à donner une vue utilisateur. Et puis là où j'ai vraiment trouvé ma place, c'est pas dans la technique, je me suis pas formée en développement, j'ai pas appris la technique, c'est vraiment de combler les manques en termes de communication, d'esprit d'équipe, gestion de projet, etc. Donc j'ai appris vraiment sur le tas pendant 5 ans avec cette petite start-up et ça m'a vraiment fait comprendre que j'avais quelque chose à apporter dans ce monde qui était peut-être plus orienté technique, solution, machine, outils, et puis l'humain derrière la machine finalement n'était pas toujours vraiment pris en compte. Donc j'ai vraiment trouvé ma valeur ajoutée à cet endroit-là. Et j'ai un peu tout fait à l'envers. Donc j'ai d'abord expérimenté sur le terrain, et puis après coup je me suis découvert peut-être un rôle de chef de projet, donc je me suis certifiée en gestion de projet. Puis petit à petit je me suis découvert aussi une passion pour l'esprit d'équipe, pour motiver les autres. Et je me suis intéressée à l'agilité justement, parce que pour moi ça faisait beaucoup plus de sens d'empouvoirer finalement les gens et d'avoir des équipes qui performent et qui ont envie d'y arriver ensemble, plutôt que d'organiser le travail ou de surveiller ou de compter les heures des uns et des autres. Donc j'ai trouvé ma place comme ça. Par rapport au DevOps, quel rapport? Pour certains, peut-être vous allez me dire, en fait on fait un peu la même chose sur 2 perspectives différentes, je pense. On essaie de réduire le gaspillage en argent, en énergie, en ressources, en poussant les gens à collaborer ensemble, en cassant un petit peu les silos. Et en agilité, on fait la même chose. On utilise ça, on pourrait même dire que ça fait partie du DevOps aussi. J'ai oublié d'avancer mes slides. Donc ça, c'est moi en atelier. C'était pour me présenter un petit peu. Et puis l'agilité, pour un peu tous bien se comprendre, il y a 1000 définitions différentes. Je vous en ai mis une là, c'est pas la seule. Mais l'agilité, c'est la capacité à créer et répondre aux changements pour réussir dans un environnement incertain et turbulent. Donc je pense qu'on est tous alignés, en tout cas ceux qui font du DevOps, sur le fait qu'on est dans un environnement qui n'arrête pas de changer, qui est incertain, et il vaut mieux utiliser une stratégie empirique pour apprendre et évoluer en apprenant étape par étape. Donc, la première leçon que j'ai envie de vous partager du terrain, vu que moi j'ai tout appris à l'envers, comme je vous le disais, j'ai expérimenté, et après j'ai appris, et au fur et à mesure j'ai appris. Alors c'était jamais seul, c'était toujours avec des mentors, des gens qui étaient là aussi pour m'aider à tirer des leçons. C'était souvent dans des difficultés aussi, c'est pas toujours facile d'apprendre, c'est souvent quand on fait des erreurs qu'on corrige et qu'on apprend. Et là, lâcher prise sur le mot agile, c'est une expérience que j'ai vécue assez souvent dans mes débuts dans le coaching, où j'arrivais dans un environnement avec mes illusions et mes belles idées en disant on va faire du team building, on va créer du lien entre les gens, on va créer de la motivation. Puis les gens vous répondent mais l'agilité, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Coller des post-it, ça me paraît juste ridicule et puis j'ai autre chose à faire, quoi. Ça m'est arrivé quand même assez souvent, et ça m'arrive encore aujourd'hui. Maintenant je sais un peu comment le gérer parce que justement j'ai pu apprendre. Et le mot donc, soit c'est un buzzword, soit il ne fait plus vraiment de sens. Donc ici, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est finalement de le prendre autrement. Pourquoi pas juste enlever le problème de l'équation et arrêter de parler de l'agilité? On arrête d'utiliser le mot agile. Vous allez me dire, un coach agile qui vous dit de ne pas parler d'agilité, ça paraît contradictoire. Mais non, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un but en soi. Donc le débat, pour moi, il n'a pas vraiment de sens. C'est comment est-ce que vous voyez vous améliorer dans votre quotidien? Qu'est-ce qui coince finalement dans votre mécanique d'équipe aujourd'hui? Et puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer d'un pas supplémentaire? C'est pas faire du team building, c'est pas coller des post-it, c'est concrètement, pragmatiquement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est de bon sens pour avancer à partir de là. Un exemple, juste encore un petit exemple du terrain, j'ai rencontré une personne dans un des contextes que j'ai rejoint comme Scrum Master, qui avait 25 ans d'expérience dans son entreprise. Et quand je lui ai parlé d'agilité, de comment on pouvait amener ça dans l'équipe pour pousser un peu la performance et amener de l'amélioration continue, elle m'a tout de suite dit « mais moi, je suis à la retraite dans 5 ans, je m'en fous complètement de ton truc, viens pas m'embêter avec tes post-it et tes ateliers, enfin, c'est vraiment pas, ça m'intéresse pas du tout, quoi. » Et c'était pas quelqu'un du monde du logiciel, en l'occurrence, c'était quelqu'un du monde de l'éthique, une scientifique dans l'âme, vraiment. Il me disait « mais c'est pas, ça sert à rien, en fait, ce que tu fais, et puis je m'en fiche. »
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de parler d'agilité déjà. J'ai même arrêté de parler d'esprit d'équipe, parce que même ça l'irritait. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que moi, je lui ai dit, mais tu vois, ton comportement dans l'équipe, dans les différentes séances, a un impact sur les autres. Est-ce que tu t'en rends compte? Parce que de mon point de vue d'externe, ce que je vois, c'est une équipe qui n'ose pas forcément beaucoup s'exprimer parce que tu soupires beaucoup, tu t'exaspères dans chaque petite évolution qu'elle essaye de faire, l'équipe, ben, toi, tu réagis très fort. Donc moi, ce que j'observe, c'est que les gens n'osent plus vraiment s'exprimer et que, du coup, la dynamique, elle s'éteint un petit peu. Puis je lui ai dit, est-ce que toi, tu l'as remarqué? Est-ce que toi, tu l'as senti? Et il y a eu un peu une prise de conscience, parce qu'elle n'avait pas forcément envie de gêner les autres. Elle ne voulait pas qu'on l'embête, mais elle n'avait pas forcément envie non plus de déranger les autres, quoi. Et du coup, on a réfléchi ensemble à comment elle pouvait, en tout cas, ne pas gêner les autres, peut-être pas contribuer, peut-être pas participer aux activités, ça ok, mais quand même être pas un frein, en tout cas, pour son équipe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fin de compte, on a identifié que, vu qu'elle partait dans 5 ans, elle avait quelque chose à amener à l'équipe, parce qu'elle avait une seniorité, des connaissances qui n'étaient pas forcément documentées non plus. Et on a mis en place des séances de partage de connaissances réguliers, où elle était valorisée, elle était dans l'équipe, et puis l'équipe était super contente aussi d'avoir des retours de son expérience et de pouvoir s'enrichir et de pouvoir baliser le terrain aussi quand elle sera partie. Voilà, donc ça c'est une manière de laisser tomber le débat sur l'agilité. Donc, à retenir par rapport à cette leçon-là, au lieu de parler d'agilité, plutôt du pragmatisme et du bon sens, prendre du recul et montrer le système, c'est-à-dire le miroir qu'on peut avoir quand on est externe, de pouvoir montrer, ben moi j'observe ces interactions-là entre les gens, est-ce que toi tu t'en es rendu compte? Changer de vocabulaire et puis être empathique, donc se mettre à la place de la personne, essayer vraiment de comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là et de ne pas se braquer nous en tant qu'agents du changement. La deuxième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est résister à combler les trous. Moi, je suis aussi quelqu'un qui aime bien faire. Et je suis quelqu'un qui a un petit instinct de sauveur pas mal accentué aussi. Quand on arrive comme consultant externe, souvent on nous demande un peu à l'aide. On a essayé plein de trucs, on n'y arrive pas, aidez-nous. Et souvent le problème, ce n'est pas forcément celui que le client a identifié, c'est peut-être quelque chose qui est un peu caché, un peu derrière. Et puis, dans mes débuts, en tout cas, j'avais peut-être tendance à vouloir boucher tous les trous. Je voyais que ça coinçait un peu au niveau management, je voyais que ça coinçait un petit peu au niveau logistique, et j'avais tendance à mettre les mains dans tout, et finalement me disperser un peu, jusqu'à me perdre carrément dans mon rôle. Je me dis, mais en fin de compte, pourquoi je suis là, et est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire, en fin de compte? Et je me suis un peu perdue là-dedans. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres dans la salle, mais en tout cas, j'en connais quelques-uns qui ont ce profil aussi. Le risque, en fait, c'est de s'intégrer vraiment dans le système du client et du coup de ne plus avoir d'impact. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier sa propre intention. Pourquoi est-ce qu'on veut intervenir chez ce client-là et quel impact on a envie d'avoir? Est-ce qu'on veut que le client soit autonome à terme? Est-ce qu'on veut se rendre inutile, en fin de compte? Moi, c'est ce que je cherche quand je suis coach, c'est me rendre le plus inutile possible pour que le client soit le plus autonome possible. Donc, pour ça, je vais changer de posture. Parce que je ne vais pas boucher tous les trous, je vais juste m'intéresser à ceux qui vont leur permettre à eux de grandir. Donc ça va les frustrer, ça va être moins confortable parce que je ne viens pas régler tous les problèmes. Au contraire, je viens leur dire comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour que la prochaine fois que ça arrive, vous ayez déjà des outils et que vous pouviez avancer par vous-même. Un exemple que je peux vous donner du terrain, dans ma toute première expérience agile, c'était directement à l'échelle avec SAFe. Oui, j'aime bien apprendre à la dure, directement avec SAFe. Je devais mettre en place, j'étais PMO dans mon rôle à l'époque, et je devais mettre en place la logistique autour des PI planning de manière trimestrielle, etc. Et c'était énormément de travail avec 80 ingénieurs. Et je me suis perdue dans les petites tâches, si on veut bien. J'ai fait tous les petits trucs de mise en place, c'était vraiment le début. Et puis j'avais envie de faire mes preuves aussi, je pense, en tant que débutante, j'avais envie de montrer que je savais faire. Et en fin de compte, au bout d'un an, je me suis quasiment brûlée, quand même pas mal, parce que j'étais partout et je faisais tout. Il manquait un peu de coaching d'équipe, j'allais voir les équipes, j'allais voir les Scrum Masters, j'allais voir tout le monde. Et je me suis un peu éparpillée. Donc ça, c'est une expérience qui m'a appris beaucoup, même si je me suis un peu brûlée, parce que maintenant, je me pose toujours la question dans mes mandats, qu'est-ce que je voudrais avoir comme impact? C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je peux amener avec ce que je sais? Et puis des fois, ce n'est pas le bon endroit et ce n'est pas ce que je souhaite, ou alors je considère que ce qu'eux attendent de moi n'est peut-être pas ce que moi j'ai envie de jouer comme rôle. Donc, à retenir, c'est l'intention et la posture. Donc, se demander pourquoi est-ce qu'on veut faire ce qu'on fait et quel
objectif on a. Est-ce qu'on veut que l'équipe devienne autonome, ou l'organisation, ou est-ce qu'on veut vraiment s'intégrer dedans, et puis peut-être se faire engager à l'interne, c'est aussi une possibilité. Être au clair sur sa propre intention, donc c'est important de faire cette introspection. Être curieux, poser des questions, s'intéresser vraiment au contexte, parce que très souvent, le client il va demander quelque chose, il est déjà dans la solution, mais il ne s'est peut-être pas encore posé toutes les questions derrière. Donc vraiment bien questionner. Et puis, clarifier les attentes de son rôle, savoir cette conversation qui cadre vraiment le mandat au départ. C'est un gros learning aussi pour moi, et c'est loin d'être facile. Un des outils que j'utilise maintenant, qu'une collègue m'a passé, qui est vraiment tout simple et qui marche très bien, c'est une matrice toute bête, qui permet d'avoir une conversation avec le mandant. On va lui demander quelles sont vos attentes, pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble. On va avoir 4 carrés, donc pourquoi on travaille ensemble, quelles sont vos attentes, quels sont les moyens que vous allez me donner pour que je puisse atteindre vos attentes, et puis quels sont les résultats concrets que vous attendez. Et rien que d'avoir ça, c'est juste une croix sur un tableau blanc et des post-it, hein, d'avoir la conversation tout simplement, de se poser les bonnes questions et de cadrer sa demande. L'aboutissement de cette discussion, c'est que vous savez ce qu'ils attendent réellement, si c'est ce que vous voulez faire aussi, et puis eux, ils balisent aussi le terrain de leur côté, ils savent ce que vous pouvez ou pas faire avec les moyens qu'ils vous donnent. C'est une discussion intéressante. Troisième leçon, s'adapter au contexte du client, ou même, je dirais, au rythme du client. Quand j'étais dans mon parcours, on va dire, j'ai souvent eu beaucoup d'idées. J'ai un esprit qui bulle beaucoup et j'adore réseauter, découvrir des nouveaux outils, lire des nouveaux livres. J'ai toujours plein d'idées. Puis quand je vois une offre d'emploi, je vais à l'entretien, je propose plein de trucs, j'ai plein de bonnes idées pour essayer ça. C'est super. Et souvent, j'ai des déconvenus, enfin plus maintenant parce que j'ai vieilli, mais j'avais souvent des déconvenus parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, mais en fait, il y a des contraintes là, mais en fait, la culture est différente, mais en fait, il faut aller beaucoup plus lentement, voire avancer vraiment très 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 lentement parce que dans ce contexte-là, c'est trop touchy. Donc, c'est super important, je pense, de bien comprendre dans quel environnement on se trouve, dans quel contexte on est, et puis il faut aussi prendre conscience qu'on vient comme agent du changement, externe ou interne, et là je ne parle pas forcément des coachs agiles, ça peut être des gens des RH, des managers, des gens qui viennent pour amener de l'agilité par exemple, ou un peu de changement, et on est forcément un élément déstabilisant en fait. Donc il va forcément y avoir une réaction qui ne sera pas toujours positive, et il faut être conscient, je pense, du fait qu'on fait partie d'un changement qui est déstabilisant pour l'organisation, la culture, et pour les humains qui sont dedans. Un exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est, alors j'ai changé les prénoms, je ne vais pas vous dire les vrais noms, mais c'est Albert, on va dire, qui a 4 casquettes dans son rôle. Donc il est Scrum Master d'une équipe, il doit jouer le rôle de PO parce qu'en ce moment il n'y a pas assez de sous pour les ressources, donc il doit aussi prendre le rôle de PO, et il a aussi 2-3 autres rôles opérationnels à côté. Donc en gros il me disait, t'es gentil avec ton agilité, mais franchement j'ai pas le temps, faire des rétros, rajouter des séances, avoir encore des rituels, t'es chou, mais ouais, va jouer plus loin, Je suis trop occupée, j'ai juste pas le temps. Et moi, ce que je lui ai dit, mais écoute, il n'y a pas d'objectif à se mettre trop ambitieux. Bon, il y a une transformation agile avec des objectifs, etc. Toi, tu en fais partie. Mais en fin de compte, juste de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire un petit pas avec les contraintes que tu as maintenant, c'est déjà être agile, c'est déjà commencer à bouger. Donc, trouver comment on peut faire avancer un petit peu les choses, patienter sur le recrutement des ressources, mais pas forcément se précipiter ou se mettre la pression. On est là où on est, et il n'y a pas de jugement en fait, et ils font comme ils peuvent. Et très souvent, ils ont des contraintes qui sont très très lourdes, et je pense qu'on est capable de comprendre ça et de baisser un petit peu nos attentes en tant qu'agent du changement, plein d'idées et plein de rêves dans la tête. Ça, c'est important. Pareil pour les individus, je pense qu'on ne peut pas juger les gens vraiment dans leurs chaussures. Chacun a son passé, chacun vit le changement à sa manière. Il y a des gens qui le vivent très mal, ça les angoisse. Il y en a, ils adorent ça, ils courent après, ils cherchent tous les moyens d'expérimenter des nouvelles choses. Chacun est différent et je pense que c'est super important de le respecter. Donc, accepter, lâcher prise. On a plein d'idées, plein de rêves, plein de solutions en tête. On n'est pas forcément là pour ça. On est là pour accompagner, on n'est pas forcément là pour amener des solutions. Donc, quand on va à un entretien, moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est j'arrive avec 0 attente, puis avec zéro idée préfaite, en fait, en me disant je connais ce genre de contexte, j'en ai vu plein, je vais leur proposer ça. J'arrive avec quasi aucune préparation et l'esprit complètement ouvert. Parce qu'à chaque fois, je suis surprise, en fait. À chaque fois, c'est différent, à chaque fois, c'est unique. Donc, j'ai ma boîte à outils
Et certainement que je pourrais faire quelque chose avec, mais je ne me surprépare pas trop avant. Et il n'y a pas de recette qui marche pour tout, donc ça ne sert à rien de venir avec un modèle magnifique qui va s'appliquer. On parle quand même de l'humain, et je crois qu'il n'y a rien de plus complexe et d'imprévisible et de contradictoire que les humains. Donc autant être agile aussi soi-même quand on aborde ce genre de problématique. Prendre le temps de bien écouter et comprendre, et bien identifier leur point de départ à eux. Bien comprendre là où ils sont eux, tout le monde ne part pas du même départ. Et puis comme ça, on pourra identifier avec eux quel est le premier petit pas qu'on peut faire vers plus d'agilité et de performance. La quatrième leçon, accepter la frustration dans le changement. Je vais arrêter de toucher mon badge parce que ça fait du bruit. Comme je le disais avant, on est un peu représentatif du changement et de la perturbation quand on est agent du changement ou coach ou peu importe. Même si on vient avec plein de bonnes intentions puis qu'on apporte aussi de la fraîcheur, je pense que ça fait souvent du bien aussi d'avoir un regard extérieur, etc., on reste quand même lié à ce changement-là qui est déstabilisant pour les individus et pour les entreprises. Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et moi, quand j'étais jeune, plus jeune, on va dire, j'aimais pas trop le conflit. Je me disais, je viens avec plein d'outils, plein d'idées, je peux construire plein de choses, mais j'avais pas forcément envie de faire du RH, entre guillemets, comme on dit. J'avais pas envie de passer des heures à discuter, à débattre et puis à gérer des gens qui n'étaient pas contents. Et ça, c'est une grosse leçon quand même. Parce que le changement, ça implique forcément de la frustration. C'est enrichissant, il y a plein de côtés positifs, mais il y a forcément des gens qui sont frustrés. Et embrasser le conflit, accepter que c'est quelque chose qui peut être constructif, en fait. Essayer de les accompagner là-dedans, parce que s'il y a une tension, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. C'est quelque chose que j'ai dû accepter, que j'ai dû un peu adapter en apprenant un peu sur moi-même, en travaillant un peu sur moi-même, pour être OK avec les tensions et les conflits. Donc là, à retenir, embrasser le conflit, donc accepter qu'on va forcément en avoir, des tensions, un conflit au sens large, et puis les voir comme des défis utiles dans la transformation. Assumer son rôle dans la déstabilisation générée, et puis célébrer chaque pas, c'est super important. Je pense qu'en Suisse, on a tendance plutôt à chercher qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer. On a un peu cet état d'esprit-là. Moi, en tout cas, j'étais élevée comme ça. Je cherche toujours à faire mieux, faire mieux, faire mieux. Mais c'est important de s'arrêter aussi, puis de se dire, OK, si on regarde en arrière, on a quand même bien progressé. Et on oublie de faire ça. Puis ça, c'est pas dans Scrum, puis c'est pas dans les modèles agiles de s'arrêter puis regarder en arrière. Et c'est quelque chose que moi, j'aime bien faire avec les équipes que j'accompagne. Si je les accompagne 3 mois, je fais toujours un avant, un après. Puis je leur dis, regardez quand même tous les progrès que vous avez faits. Oui, il y a eu des pas en arrière aussi, mais célébrer les petites avancées, c'est super important. Et puis finalement, dernière leçon, s'agiliser soi-même. J'en ai déjà un peu parlé dans les autres leçons aussi. On peut avoir très bien écouté les gens, on peut avoir posé toutes les questions, on peut avoir 25 ans d'expérience, on sera toujours surpris. Il y aura toujours quelque chose qui va être surprenant parce que c'est la nature humaine. Je crois qu'il n'y a pas de système plus complexe que l'humain. Et donc s'agiliser soi-même, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire prendre le risque de tester des hypothèses avec des humains. C'est quand même assez chaud des fois aussi. Un parfait exemple de ça que j'ai utilisé pour moi, c'est cette présentation parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour la préparer. J'ai un peu remplacé un autre speaker en 2 semaines, je crois. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que j'attaque vite, il faut que j'avance vite. J'ai pas le temps de tergiverser très longtemps. Et oui, je suis un peu perfectionniste, donc j'ai dû lutter un peu contre ma nature pour ça. Et j'ai fait une première version vraiment light, juste des images, quoi. Il y avait juste les gifs et les images, en gros. Je savais à peu près mes idées. Et je l'ai présenté, en fait, j'ai fait une présentation à une amie qui, je savais, allait me dire les choses très franchement. Et ça a fait bien mal, quand même. Ça a bien piqué, parce qu'elle a pas marché. C'est bon, je lui ai dit, vas-y, sans filtre, tu me dis vraiment tout. Et ça m'a permis de faire une V2 bien plus construite, avec des points, avec des learnings, avec des choses que je peux vous communiquer beaucoup plus facilement. Et en fin de compte, j'ai fait 5 itérations sur cette présentation. Et je suis assez contente en 2 semaines de ce que j'ai réussi à sortir. J'espère que ça vous intéressera, on aura l'occasion d'en discuter un peu après. Donc voilà, s'agiliser soi-même en tant que coach agile ou même en tant que manager ou peu importe dans quel rôle on est, je pense que c'est super important parce que votre environnement il est complexe, il n'arrête pas de bouger, mais parce que vous travaillez avec des humains, vous gérez des équipes d'humains et ils vont toujours être imprévisibles. Donc vous êtes obligé d'avancer un petit pas après l'autre et puis de travailler de manière empirique. Donc accepter d'être dans l'incertitude, nous aussi. C'est pas parce qu'on est consultant externe qu'on a la solution et le savoir sur tout. On nous traite parfois comme ça, mais c'est peut-être important aussi de baisser ses expectations du terrain. Ne pas trop analyser avant de tester ses hypothèses.
Et puis, se donner un objectif d'apprentissage plutôt que de performance. Un autre exemple que j'ai envie de vous partager, s'agiliser soi-même. Moi, j'ai donné un atelier à un moment dans le cadre d'une transformation agile avec un département qui se transformait. Et on avait fait un premier atelier vraiment pour co-construire la transformation ensemble. Donc, on avait plusieurs étapes pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qui seraient les premières choses à changer, qu'est-ce qui est des sortes de SWOT avec les forces, les faiblesses de ce qui est aujourd'hui présent. On savait qu'il y avait une tension entre l'exploitation et le développement. Ça tombe bien, vous devez comprendre ici. On savait qu'il y avait une tension assez importante, et puis on a décidé en fait de ne pas en prendre compte pendant l'atelier, et de se concentrer en se disant, nous on n'est pas RH, ce n'est pas notre rôle, et on se concentre uniquement sur la mécanique de la transformation, si on veut bien. Et ça n'a pas très très bien marché. J'ai appris beaucoup grâce à cette expérience-là, parce que je pense que dès le milieu de matinée, je sentais déjà qu'ils n'étaient pas avec moi dans l'animation de l'atelier. Vers midi, je pense que j'avais pas mal envie de me pendre, très franchement. Et à la fin de la journée, vous me retrouviez en position du fœtus dans ma baignoire à me dire « mais pourquoi j'ai fait ce métier ?» C'était vraiment une journée horrible, quoi. Ça a été vraiment difficile de ne pas sentir les gens connectés avec moi, de ne pas suivre, et puis avec un feedback monstrueux à la fin, avec des 1 sur 5, des 2 sur 5. Je me suis dit « voilà, c'est un bel échec bien comme il faut. J'ai fait comme il faut, celui-là. » Il y avait 2 autres ateliers derrière, donc il fallait quand même que j'enchaîne 2 semaines plus tard. Et du coup, bon, j'ai dormi, je l'ai récupéré, et puis j'ai tout remis en question. J'ai repris l'ensemble, j'ai essayé d'identifier qu'est-ce qui n'avait pas bien marché, puis c'était quoi le nœud du problème. Et ce qu'eux m'avaient donné comme feedback, c'était surtout, c'est pas assez concret, c'est pas assez adapté à notre contexte, puis on n'a pas parlé du problème principal entre l'exploitation et du développement. Du coup, l'atelier suivant, je l'ai revu complètement, je l'ai rendu beaucoup plus dynamique, déjà en termes de format, et puis j'ai mis un peu l'éléphant au milieu de la pièce, puis j'en ai parlé. Il y a un problème entre l'exploitation et le développement, c'est un fait, on le sait, je ne viens pas résoudre ce problème-là, mais ça fait partie de la transformation aussi. Et on doit le prendre en compte pour pouvoir évoluer derrière. Donc posons ça là, gardons-le vraiment sous le radar, traitons-le au fur et à mesure parce que ça va émerger dans chaque étape de cette transformation. Mais maintenant qu'on a posé ça là, on peut commencer à construire. Et c'était vraiment important de faire ce learning et de ralentir un coup pour prendre conscience de ça et vraiment écouter là-dessus. Donc, pour résumer, lâcher prise sur le mot agile. Finalement, pas besoin de parler d'agilité, on peut parler de pragmatisme, de bon sens, de performance, d'efficience, ça marche très bien aussi. Et changer d'angle, en fait, simplement changer de perspective, amener les gens à voir les choses autrement, et soi-même voir les choses autrement. Il ne faut pas buter sur l'agilité, c'est un but en soi, c'est pas un but, on s'en fiche, c'est un état d'esprit, en fait. L'état d'esprit, on peut le générer autrement qu'en utilisant le mot. Résister à combler les trous, on n'est pas tous dans ce cas, mais enfin, moi, je lutte encore contre cette nature que j'ai. Quand je sais faire quelque chose, j'ai envie de le faire, et juste prendre un pas en arrêt et se dire, attends, voir, est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que c'est vraiment mon rôle? Est-ce que ça va vraiment avoir l'effet que j'aimerais donner? Donc, poser la question de l'intention qu'on a avant de passer à l'action, super important. S'adapter au contexte du client. Donc, toujours prendre en compte que chaque contexte est unique, et puis arriver sans attente, avec l'esprit ouvert, et accepter où ils sont, sans les juger. Et accepter la frustration dans le changement, embrasser le conflit comme quelque chose d'utile, finalement, et de positif, et s'appliquer l'agilité à soi-même, avec courage et patience. Merci beaucoup. Je pense que j'ai parlé un peu vite, mais j'espère que ça vous a plu.